Première question. Qu'est-ce qu'une révision constitutionnelle et pourquoi révise-t-on les constitutions? Une révision constitutionnelle désigne tout simplement le fait de modifier certains articles de la Constitution ou d'en ajouter de nouveaux. Et la raison pour laquelle les constitutions sont révisées a été parfaitement énoncée par Alexander Hamilton dans le numéro 85 du Fédéraliste. Je ne m'attends jamais à voir une œuvre parfaite sortir des mains imparfaites de l'homme, écrit-il. Le résultat des délibérations de tous les corps collectifs doit nécessairement être un composé, aussi bien des erreurs et des préjugés que du bon sens et de la sagesse des individus dont ils sont composés. Autrement dit, toute constitution est nécessairement imparfaite, et il est donc inévitable que l'expérience suggère des améliorations utiles du texte initial, ou bien dévoile quelques graves défauts auxquels on n'avait pas pensé. Par conséquent, toute constitution contient normalement des articles relatifs à sa propre révision, des articles qui instaurent une procédure permettant de modifier la Constitution sans devoir en adopter une nouvelle. On pourrait dire que réviser la Constitution est un peu comme faire réparer sa voiture, lorsqu'une pièce est défectueuse. Sauf que cette comparaison n'est pas entièrement pertinente, car lorsqu'une pièce de votre voiture ne fonctionne plus correctement, vous la remplacez par une pièce identique. Mais lorsque vous révisez une constitution, vous remplacez une pièce jugée défectueuse par une autre qui est différente, ou bien vous ajoutez une pièce qui n'existait pas à l'origine. Et c'est en cela qu'une révision constitutionnelle est délicate. Car une constitution est un tout. Lorsque vous en modifiez une partie, vous risquez de modifier le fonctionnement de l'ensemble, d'une manière que vous n'aviez pas nécessairement prévue. Il est toujours possible que, en pensant améliorer une constitution sur un point apparemment mineur, vous aboutissiez en fait à dégrader sa qualité globale. Il y a dans presque toutes les révisions constitutionnelles une part d'inconnu. Cependant, réviser une constitution est encore moins risqué que d'en adopter une nouvelle. Car, souvenons-nous, la Constitution traite des questions politiques les plus fondamentales, à savoir qui doit gouverner et comment. Changer de constitution, cela revient donc à déclarer que ces questions n'ont pas été correctement résolues, et par conséquent, c'est réveiller toutes les passions qui sont liées à ces dernières. Des passions qui peuvent parfaitement déboucher sur la révolution et la guerre civile. Il existe, certes, des changements pacifiques de constitution, mais cette opération est hautement délicate, et un homme d'État avisé n'y aura recours qu'en toute dernière extrémité. Les changements de régime sont toujours des moments particulièrement périlleux dans la vie d'une nation. On doit donc, en règle générale, préférer une révision de la Constitution à un changement complet de celle-ci. Mais ces révisions elles-mêmes devraient être aussi peu fréquentes que possible. En effet, la stabilité des lois, et particulièrement des lois les plus élevées, les lois constitutionnelles, est d'une très grande importance. Ce point mérite d'être développé, car nous l'avons largement perdu de vue aujourd'hui. Nous aimons le changement de manière générale, car nous croyons au progrès, et le changement de loi en particulier. Nous avons tendance à penser que des lois anciennes sont nécessairement des lois devenues obsolètes, qui ont besoin d'être modernisées pour suivre les évolutions de la société, car ce qui est moderne est mieux que ce qui est ancien. Et puis, comme le faisait déjà remarquer Tocqueville, il y a presque 2 siècles de cela, l'instabilité législative est un mal inhérent au gouvernement démocratique, parce qu'il est de la nature des démocraties d'amener des hommes nouveaux au pouvoir. Pourtant, les plus grands penseurs de la politique à toutes les époques s'accordent pour dire, comme Tocqueville, que l'instabilité législative est un mal. Écoutons simplement 2 d'entre eux à ce sujet. Tout d'abord, Jean-Jacques Rousseau, au début de son célèbre discours sur les origines de l'inégalité. Pour Rousseau, le peuple est le véritable souverain, et il n'est aucune loi que le souverain ne puisse pas changer aussi souvent qu'il le souhaite. Mais, en même temps, Rousseau écrit « J'aurais désiré qu'avant que la Constitution fût ébranlée, on eut le temps de se convaincre que c'est surtout la grande antiquité des lois qui les rend saintes et vénérables, que le peuple méprise bientôt celles qu'il voit changer tous les jours, et qu'en s'accoutumant
à négliger les anciens usages sous prétexte de faire mieux, on introduit souvent de grands mots pour en corriger de moindres. Autrement dit, le souverain est certes libre de changer de constitution quand il le souhaite, mais il est de la plus haute importance qu'il exerce rarement cette liberté. Ensuite, James Madison, dans Le Fédéraliste. Madison fait remarquer que chaque révision de la Constitution suppose qu'il existe des défauts dans celle-ci, et que, par conséquent, des révisions fréquentes tendraient à priver le gouvernement de cette vénération que le temps imprime à tout, et sans lequel, peut-être, les régimes les plus sages et les plus libres ne posséderaient pas la stabilité nécessaire. Il ajoute: s'il est vrai que tout gouvernement repose sur l'opinion, il n'est pas moins vrai que la force de l'opinion, chez chaque individu, et son influence sur sa conduite dépendent en grande partie de l'idée qu'il a du nombre de ceux qui partagent la même opinion. La raison de l'homme, tout comme l'homme lui-même, est timide et réservée quand elle est abandonnée à elle-même. Elle acquiert de la fermeté et de l'assurance en proportion du nombre de ceux avec lesquels elle est associée. Quand les exemples qui fortifient une opinion sont aussi anciens que nombreux, on sait qu'ils ont un double effet. Et il conclut: dans une nation de philosophes, cette considération ne mériterait pas de nous occuper. Un respect pour les lois serait alors suffisamment inculqué par la voie d'une raison éclairée. Mais une nation de philosophes n'est pas moins impossible que la race philosophique de rois désirée par Platon. Et dans toute autre nation, le gouvernement le plus rationnel ne regardera pas comme un avantage superflu d'avoir les préjugés de la communauté de son côté. Rousseau et Madison, qui ont pourtant des idées politiques très différentes, sont donc d'accord sur un point capital. Les hommes méprisent bientôt les lois qu'ils voient changer tous les jours. Mais comment expliquer cela? Comment se fait-il que nous recherchons avidement la nouveauté en matière technique ou en matière de divertissement, et que nous méprisons les lois qui changent fréquemment? C'est que changer de téléphone portable ou aller voir un nouveau film au cinéma, par exemple, nous procure du plaisir, alors qu'obéir à la loi n'est pas spécialement plaisant. La loi est une contrainte, c'est sa raison d'être. La loi existe pour canaliser nos passions. Elle nous interdit certaines choses, et elle nous permet d'en réaliser d'autres selon seulement certaines modalités plus ou moins contraignantes. Bref, la loi nous contrarie. Et donc la question est: pourquoi acceptons-nous d'obéir à la loi qui nous contrarie? Il y a grosso modo deux raisons principales. Tout d'abord, la peur du gendarme, la peur de la sanction. Cette peur est certes nécessaire, et c'est pourquoi les lois prévoient des sanctions pour ceux qui désobéissent. Mais dans un régime démocratique comme le nôtre, la police et la justice n'ont que des pouvoirs limités, et c'est tant mieux. C'est justement ce qui distingue un régime libre d'un régime tyrannique. Par conséquent, dans une démocratie, la plupart des citoyens doivent obéir spontanément aux lois, au moins la plupart du temps. Sinon, le régime s'effondre. Il reste donc la deuxième raison. Nous obéissons aux lois dans la mesure où nous sommes persuadés qu'elles sont justes, ou à peu près justes. Mais il est impossible de croire que des lois qui changent souvent sont justes. Ce qui est juste aujourd'hui ne veut pas être injuste demain, et inversement. Par exemple, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que, en matière pénale, je cite, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Nous pouvons tous être d'accord avec cette exigence. Mais comment croire que la loi pénale établit des peines strictement et évidemment nécessaires si ces peines changent sans cesse? De la même manière, que pensera le contribuable honnête en recevant sa feuille d'imposition s'il sait par expérience que, dans 6 mois, la loi fiscale sera différente? Comment pourra-t-il croire que la contribution aux dépenses publiques qui est exigée de lui aujourd'hui est juste et nécessaire? Il ne le pourra pas. Et par conséquent, l'idée de frauder le fisc finira par s'insinuer dans son esprit. On le voit, l'instabilité des lois est un grand mal, parce que cette instabilité sape peu à peu le respect pour la loi. Et sans ce respect, sans cette obéissance spontanée, il ne reste plus que la force brute et la crainte pour maintenir l'ordre légal.
Mais si l'instabilité des lois ordinaires est un grand mal, l'instabilité des lois constitutionnelles est un mal encore plus grand. Parce que ces lois visent à canaliser les passions les plus dangereuses, à savoir les passions politiques, et à contraindre ceux qui sont en mesure de causer les plus grands dégâts et de commettre les plus grands crimes, à savoir les gouvernants, ceux à qui a été confiée la direction de l'État. Si nous modifions fréquemment notre constitution, même pour l'améliorer, nous érodons à chaque fois un peu plus le fondement impalpable sur lequel elle repose. Nous diminuons le respect qu'elle inspire, non seulement à la population en général, mais aux acteurs politiques en particulier. Toute révision rend un peu plus aisée la révision suivante. Et, pour reprendre la phrase de Rousseau, en s'accoutumant à négliger les anciens usages sous prétexte de faire mieux, on introduit souvent de grands mots pour en corriger de moindres. Voilà pourquoi les constitutions ne devraient être modifiées qu'avec la plus grande circonspection. Et pourquoi nous devrions être prêts à tolérer certaines de leurs imperfections, inévitables. En matière de législation, tout particulièrement, le mieux est très souvent l'ennemi du bien. Nous en savons maintenant suffisamment pour aborder les révisions de la Ve République. Et c'est donc ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.